c'est un moment d'augmentation des tensions entre l'Occident, en tout cas l'Europe et les Russes. Regardez ce qui se passe dans les exercices qui sont aux portes de l'OTAN, les exercices militaires de la Russie en Biélorussie. C'est là les prodromes à ce que seront les exercices Zapad. Plus de 2000 soldats en Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan. 450 unités d'équipement, 9 avions, plus de 70 drones impliqués, les participants devant s'entraîner à la planification des armes nucléaires. Là, on voit à quel point la Biélorussie, dont on a souvent dit c'est une sorte de porte-avions de la Russie, fonctionne vraiment comme un théâtre. On montre à l'OTAN, voilà, regardez les armes dont nous disposons, Sylvie. Oui, tout à fait, mais en fait, il y a une union entre la Russie et la Biélorussie, et c'est un petit peu la démonstration de cela. Et en fait, autant Loukachenko n'est pas prêt à entrer en guerre contre l'Ukraine, mais il n'est pas non plus prêt à refuser quoi que ce soit à Vladimir Poutine. Il montre les dents, il n'y a pas d'autre expression, ils sont en train là de montrer les dents. Ah ben oui, de toute façon, c'est à chaque fois une démonstration de force. On le voit sur le plan diplomatique, nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Mais en ce qui concerne la Russie, c'est aussi la façon pour elle de montrer que les manœuvres peuvent être organisées en pleine guerre avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on dit l'armée russe pleinement engagée dans la guerre contre l'Ukraine avec des résultats qui objectivement sont un peu décevants du point de vue de Poutine, mais ça n'empêche pas la Russie d'organiser des grandes manœuvres avec des moyens très importants et aux portes de l'OTAN. Donc avec un enjeu considérable à la fois sur le plan du caractère opérationnel de ces manœuvres, mais aussi avec les risques que ça peut comporter. Est-ce qu'on a sous-estimé ce danger? Xavier de Giacomoni, vous connaissez très bien cette région, vous êtes beaucoup rendu là-bas. Moi, je me rappelle sur les plateaux de télévision, on se moquait par exemple de Loukachenko. On disait c'est Mister Patate, c'est un dictateur évidemment très dur et très dangereux, mais sans moyens, armée nulle. On entendait beaucoup ça. Et en réalité, on a visiblement l'OTAN, les Occidentaux prennent ça au sérieux. Oui, il faut le prendre au sérieux, d'autant plus qu'il est totalement soutenu par Vladimir Poutine. C'est-à-dire que même pour sa réélection en 2020, lorsqu'il a fait tirer sur ses opposants, s'il n'avait pas été soutenu par Poutine, il ne serait plus là aujourd'hui. Alors vous avez prononcé le mot de théâtre tout à l'heure. Ce qui se passe à l'heure actuelle avec Loukachenko en ce moment même, c'est un peu du théâtre. Il montre un peu ses forces qu'il n'a pas vraiment. Ce qu'il attend surtout sont les vrais exercices avec l'armée russe et avec éventuellement la mise en œuvre à titre d'exercice de la force nucléaire que lui a confié Moscou. Il y a une pétoche, pardon, il n'y a pas d'autre mot. Moi, je suis frappé. Le chancelier d'Allemagne sur notre antenne il y a quelques jours. Le ton, disons les choses, le ton, c'est on va vers la guerre. On peut tourner les choses comme on veut. Il y a cette espèce d'arrière-fond, ce bruit qui a l'air, alors on peut juger ça va-t-en-guerre inquiétant, alarmiste, ou au contraire réaliste. Chacun jugera, mais il y a une pétoche. Il y a une pétoche et il y a un retournement de l'histoire complet, parce que même lors de la guerre froide, c'est-à-dire dans les années 80, encore 90 un peu, enfin surtout 80, 70, 80, les images qui dominaient, les images qu'on montrait aux populations de chaque côté du rideau de verre n'étaient pas du tout des images militaristes. C'était l'amitié entre les peuples, c'était les coopérations industrielles. Enfin, il y avait comme le défilé sur la place rouge. On voyait les armées sur la place rouge, on se disait... Mais vous vous souvenez que notre ami Sergueï vous a expliqué que dans sa jeunesse, le défilé du 1er mai était beaucoup plus important, c'est un défilé plus social que militaire, que celui du 9 mai. Ça a changé, et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'Europe qui se construisait dans la coopération. L'idée était quand même d'arrimer autant que possible la Russie dans l'Europe de l'Ouest. Mais pardon, est-ce que les Européens se sentent insuffisamment prêts? Ça résonne comme ça. On a l'impression que pendant la guerre froide, ils se sentaient au moins bien préparés, et que là, ils ne se sentent pas assez prêts. Oui, vraisemblablement, parce que au cours des 30 dernières années, on a fait totalement autre chose. Et d'abord, on a touché les dividendes de la
paix, en 91, Monsieur Fabius, pour pas le nommer, qui nous avait dit qu'il fallait toucher les dividendes de la paix. Donc tous les budgets ont été raclés. On est tombé à 70% en France. On a une armée qui est devenue lilliputienne et on a été engagé sur les théâtres extérieurs. Aujourd'hui, on est engagé pour 40, 50 ans avec une armée qui n'est pas l'armée de nos besoins en Ukraine. Je veux dire, la surprise stratégique, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi redevient un ennemi de combat blindé, mécanisé, d'aviation, de drones, de tout ce qu'on veut, mais énorme sur notre flanc Est, et non plus les combats, je dirais, post-coloniaux, post-1991 qu'on a vécu en Afghanistan ou même en Afrique. Mais vous, est-ce que vous partagez cette inquiétude quand on entend le président de la République française, le chancelier d'Allemagne, pas seulement par les mots, mais par l'attitude, par la succession de leur prise de position, exprimer une forme d'idée que c'est bientôt, il y a un risque là. Alors, je vais vous dire ce que je dis toujours, l'inquiétude, non, il faut être résolu, c'est tout. Il faut anticiper. Mais bien sûr. Ça, je pourrais vous le dire aussi. Il n'y a pas besoin d'être général on pense tous qu'il faut être résolu, ça c'est sûr. C'est le travail de l'état-major. Il faut prendre en compte la nouvelle donne qui n'est plus celle d'il y a 3 ans. Nous, on s'est désengagé du Mali, on s'est désengagé de l'Afghanistan. Je rappelle quand même qu'on s'est payé dernièrement des blindés qui sont aérotransportables pour aller sur les théâtres, le Jaguar, etc. Bon, qui ne sont plus les blindés dont on a besoin en Ukraine. Donc on a un besoin urgent. Ça, c'est la vérité. Donc il faut le prendre très très sérieusement. Et je crois que le général Mandon, qui vient de faire son premier ordre du jour, a pris en compte très très sérieusement, comme l'avait fait son prédécesseur, la nouvelle donne qui nécessite effectivement un repositionnement. Écoutez cet homologue général de l'armée allemande, Carsten Breuer, il est l'inspecteur général de la Bundeswehr. Chez eux, c'est un poste très élevé. Oui, je le connais. Oui. Il était divisionnaire quand j'étais était à l'état-major de l'armée de terre à l'époque. Et écoutez-le qui parle de cet exercice Zapad de très grande envergure qui, ce mois-ci, va se dérouler aux portes de l'OTAN. Jusqu'à présent, rien n'indique que Zapad 2025 implique des préparatifs d'attaque sous couvert d'exercice. Mais nous restons vigilants, et par vigilant, je ne parle pas seulement de notre armée, mais aussi de l'OTAN. Nous nous préparons à une situation d'urgence. Poutine nous observe, ses plans vont au-delà de l'Ukraine. En tant que forces armées, nous devons nous y préparer. Général ? Oui, mais d'abord, les Allemands ont toujours été préoccupés par le flanc Est. Moi, quand j'étais à Berlin, ou même avant, ils nous disaient, nous, notre priorité, c'est pas les OPEX en Afrique ou ailleurs. La véritable priorité, c'est le flanc Est. C'est donc la Russie. Et donc, aujourd'hui, forcément, ils sont pas en première ligne, ils sont en deuxième ligne, mais ils prennent tout à fait au sérieux cette affaire. D'autant plus au sérieux qu'ils ont un appareil militaire qui est largement plus dégradé que le nôtre. Moi, je rappelle que l'armée de terre allemande, aujourd'hui, c'est 66 000 hommes. Je rappelle également qu'il leur manque entre 20 et 25 000 soldats. Aujourd'hui, ils ont 180. Ils font un gros effort pour en récupérer rapidement avec une conscription volontaire. Mais ils ont du mal à engager. Mais ils vont avoir il leur manque l'équivalent d'une grosse division. Voilà. Donc ça, c'est l'état de la Bundeswehr tel qu'on l'a laissé après les années 2000. Moi, quand j'étais à la Führungsakademie en 98-2000, puis j'ai fait l'école de guerre là-bas, on était encore, on admirait. Il y avait 1500 chars, etc. On l'admirait, l'armée allemande. Et ensuite, dans les années 2010, c'est un outil qui a été absolument cassé. Donc ils ont un problème véritablement qui est un problème industriel et militaire de très très urgent pour se réarmer. Et surtout que ce général a dit quelque chose d'important, parce qu'en plus il le dit, il est lui-même très haut dans la hiérarchie, mais il le dit publiquement. Il dit Poutine a des plans au-delà de l'Ukraine. C'est ça la phrase importante. C'est-à-dire, on n'est plus dans voilà, on va soutenir nos amis ukrainiens, on va empêcher le front ukrainien de s'effondrer, etc. Il a des plans au-delà de l'Ukraine. Alors, au-delà de l'Ukraine, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire la Moldavie, la Transnistrie, à partir de la Transnistrie, ou est-ce que ça veut dire des pays baltes ? Et nous sommes les alliés, 2 fois les alliés des pays baltes, nous sommes les alliés au titre de l'OTAN et au titre de l'Union européenne. Et donc là, il dit, s'il a des plans, si Poutine a vraiment des plans au-delà de l'Ukraine, il faut construire une dissuasion conventionnelle, parce que on va pas déclencher l'arme atomique pour des villes des pays baltes, c'est pas vrai. Regardez la carte qui montre à quel point pour les Polonais et pour les Allemands, il y a un sentiment d'être le champ de bataille historique de l'Europe, c'est-à-dire en 2025, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres histoires.
Ce qui est intéressant, justement, c'est la position de la Biélorussie, qui a une frontière avec la Pologne. Alors, on voit mal aujourd'hui l'armée russe, même alliée avec les Biélorusses, attaquer la Pologne. Mais en revanche, il y a juste au nord, il y a les pays baltes. Et il y a le fameux corridor de Suwałki que l'on voit entre la Biélorussie et Kaliningrad, qui fait à peu près 70 km de long. Moi, je suis allé, j'ai fait toute la longueur du corridor, qui peut être coupé très rapidement par les troupes russes alliées aux Biélorusses. Et c'est ça qui peut être une énorme inquiétude, c'est que du coup, les 3 États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, seraient totalement isolés des autres pays de l'OTAN. Et ça, pour les Allemands, c'est une immense inquiétude. Bon, il y a aussi, j'ai parlé à un spécialiste militaire en Lettonie cet été qui m'expliquait que Suwałki, on en parle beaucoup, mais que du point de vue militaire, c'est un terrain qui serait très compliqué parce que c'est très marécageux, il y a beaucoup de collines et que c'est pas si facile que ça, en tout cas de l'emparer avec des troupes terrestres. D'autres endroits sont beaucoup plus vulnérables, surtout la frontière entre la Lettonie et le Bélarus, d'où l'importance d'impliquer le Bélarus dans ces exercices. Il faut quand même rappeler que tous les 4 ans, les Russes font des exercices ZAPAD. Bon, ce qu'il y a, c'est que la nature des exercices change. En 2013, l'ennemi était un groupe terroriste imaginé. En 2021, c'était clairement des pays avec des noms, le Polaris. On a vu ce que ça donnait après. Et ça a donné février 2022. Et c'était vraiment un exercice que beaucoup maintenant regardent comme étant un précurseur très clair pour la guerre en Ukraine. Donc, mais ce que dit là, oui, Xavier, est très important. Les exercices sont toujours à la limite de ce qui peut devenir une entrée en guerre. C'est un entraînement, pour entrer en guerre. Il y a une bonne raison de concentrer des troupes. C'est ce qu'ils ont fait en 2022. Et après, éventuellement... Ils sont entrés, mais là on en est vraiment vraisemblablement pas là. Je veux dire, Suwałki c'est bien, mais je rappelle quand même qu'à Suwałki et l'exclave de Kaliningrad, c'est quand même les Russes qui sont en état de faiblesse, enclavés au milieu de l'OTAN et pas l'inverse. Donc et l'état de faiblesse ne plaît pas à Vladimir Poutine. Voilà, et l'état de faiblesse ne plaît pas à Vladimir Poutine. D'autant plus que la Baltique, le général a raison, d'autant plus que la Baltique est devenue, avec le ralliement de la Finlande et de la Suède, est devenue un lac otanien en fait. Et donc les Russes, ils n'ont que l'accès par Leningrad, par Saint-Pétersbourg, mais tout le reste des rives sont contrôlés par l'OTAN. Est-ce que le risque de l'aveuglement existe ? C'est-à-dire qu'en Europe occidentale, on sous-estime l'ampleur du danger. Ce sera bientôt la panthéonisation de Robert Badinter. Il racontait de quelle façon sa famille, quand elle avait fui d'ailleurs certaines régions qui étaient fui les pogroms de l'Est, arrivant à Paris, se disait jamais on sera rattrapé par cette histoire-là. Et puis oui, l'Allemagne est arrivée jusqu'à Paris. Oui, mais là, justement, à propos de l'Allemagne, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y a effectivement un risque de un peu mettre de côté la menace russe pour des raisons de politique intérieure. On évoquait l'état de l'armée allemande tout à l'heure. Alors c'est vrai, le général a raison, elle est aujourd'hui dans un stade de reconstruction, parce que elle a perdu beaucoup de temps, parce qu'on justement on a considéré que finalement il n'y avait pas lieu de consacrer de gros moyens, mais elle est en passe de se remettre en ordre de bataille et elle a de l'argent pour ça. Les crédits sont extrêmement importants et donc il y a la possibilité aussi, avec ce service militaire volontaire qui est rémunéré à hauteur de 2 000 € par mois, de reconstruire une armée de terre notamment et de l'entraîner et de remettre tout ça en mode de fonctionnement opérationnel. Ça va prendre certainement du temps. Mais la question politique aussi se pose, c'est-à-dire que vous avez deux partis qui sont sur les freins, c'est l'AfD, l'extrême droite, et le SPD, auquel appartient le ministre Regardez ces images, puisque les Allemands, effectivement, sur tout le flanc est de l'OTAN, s'activent. Ce sont ces exercices des côtes au nord organisés sous la direction de l'Allemagne dans la mer Baltique, puisque vous parliez des Baltes. Là, c'est l'Allemagne, c'est plus les Américains, etc. C'est l'Allemagne elle-même qui essaye de montrer sa puissance renaissante. Ils ne sont pas seuls, mais effectivement, ils veulent former maintenant un état-major baltique, en fait, d'être un peu leader sur la Baltique, ce qui n'est pas forcément, je veux dire,
dire, ce qui apparaît à peu près normal. C'est une grande puissance, elle a un grand flanc baltique, et donc ils essayent de remettre en branche, si vous voulez, un commandement baltique de l'OTAN, raison pour laquelle ils ont pris la tête de cet exercice de l'OTAN actuellement. Est-ce que le passif historique existe encore entre les Russes et les Allemands? Il y a eu tant de morts de chaque côté. L'Allemagne a causé évidemment tant de désastres pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais l'Allemagne s'est excusée aussi, a admis sa culpabilité. Et en tout cas, en Russie, de tout temps, les ambassadeurs, les responsables politiques font tout pour réparer. Par exemple, Stalingrad, qui est aujourd'hui Volgograd, qui a été entièrement détruite, qui l'a reconstruite? C'est les Allemands, qui avaient des programmes également culturels, les Allemands. Il y a eu des synagogues détruites, précisément à Kaliningrad. Et ils font très attention à ça. Et c'est pour ça aussi qu'au début de la guerre, Scholz avait dit on ne reverra pas des panzers dans la grande plaine ukrainienne. Donc il y a ce sentiment de culpabilité plutôt qu'un ressentiment de la part de la Russie, même si évidemment elle peut l'instrumentaliser. Et ces excuses d'ailleurs avaient été acceptées par les différents régimes russes. La preuve, c'est que la chancelière Merkel a été invitée aux célébrations en 2015 de l'anniversaire de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, et que, contrairement au président Hollande qui a trouvé une excuse pour ne pas y aller, elle y est allée, Angela Merkel. Elle a participé aux cérémonies, ce qui ne l'a d'ailleurs pas du tout empêché, de par ailleurs, de faire la leçon sur les agissements de la Russie en Crimée et dans le Donbass.